Bonjour à tous, bienvenue. Merci de choisir cette séance plutôt que les autres qui sont en parallèle. Avant de commencer à proprement parler la présentation, j'aimerais juste faire un petit sondage en fait parmi l'assemblée. Qui c'est qui est développeur actuellement? Levez la main comme ça. Ok, ça marche. Donc ceux qui ne sont pas développeurs, c'est plutôt gestion de projet, fondateur de start-up, non technique, quelque chose comme ça j'imagine. Du coup, je pense que ça parlera la plupart des gens au niveau de la présentation. Ça va être cool. Du coup, en gros, qui je suis? Donc Vadek Folonier. Je suis ingénieur sécurité chez CloudBees actuellement. Je suis membre de l'équipe de sécurité sur le projet Jenkins. Donc j'imagine que Jenkins, ça vous parle. En tout cas, une bonne partie d'entre vous, ceux qui ont fait du Java par exemple, ils ont sûrement déjà entendu parler. C'est la solution d'automatisation, de continuous integration, on va dire une des plus populaires du marché actuellement. Et avant ça, du coup, j'étais dans plusieurs entreprises qui faisaient de l'édition de logiciels, donc purement propriétaire, alors que chez CloudBees, on fait plutôt de l'open source. On propose des produits propriétaires sur une base de produits open source, pour faire très simple. Et j'ai même eu un poste de responsable d'application, donc ça fait le côté développeur de code propriétaire, utilisateur de code propriétaire, et maintenant développeur de code open source. Et le but de la présentation, c'est de vous faire un retour d'expérience sur qu'est-ce que j'ai pu vivre pendant que j'étais chez des éditeurs de logiciels propriétaires, qu'est-ce que j'ai rencontré comme problème, essentiellement, et après, qu'est-ce que ça m'a apporté de faire de l'open source. Et idéalement, si ça peut vous convaincre de faire de l'open source aussi, c'est tout gagné. Donc le but, c'est aussi de vous raconter des cas réels. Donc je ne vais pas forcément nommer des entreprises ou des librairies ou ce genre de trucs pour pas pointer du doigt certaines mauvaises pratiques ou ce genre de choses. C'est pas le but, c'est plus vous montrer en tant que développeur qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme expérience et qu'est-ce qu'on peut faire si on propose l'open source pour résoudre ce genre de problème. Vous verrez assez rapidement de quoi je peux parler avec ce genre de sujet. La présentation n'a pas but de faire de l'endoctrinement, je ne suis pas un gourou de l'open source qui va essayer de vous endoctriner, l'open source c'est ce qu'il faut faire, tout le reste c'est mal, etc. C'est pas le but du tout, c'est pas le but d'être exhaustif, c'est juste un retour d'expérience. Et c'est pas non plus le but de parler de comment on vend un logiciel, entre code propriétaire avec une licence par rapport à un code libre qui est gratuit. Là c'est vraiment, est-ce que le code est disponible à l'utilisateur ou non? C'est vraiment le côté ouvert, fermé du code source. Et ça n'a pas de but de blâmer qui que ce soit en termes de choix de modèle économique, etc. C'est pas le but. Donc tout d'abord, dans les différents éditeurs de logiciels que j'ai pu faire au début, très souvent, on n'avait pas le droit de travailler sur de l'open source, que ce soit durant les heures de travail, on va dire que c'est plus ou moins cohérent, mais non plus pendant les heures hors travail, que ce soit à la maison, des projets perso, ce genre de choses. On n'avait pas le droit de proposer une participation à des projets open source. C'est le cas en Suisse. Je ne sais pas si c'est aussi le cas au niveau de la législation française. J'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient un peu semblables. Parce qu'en fait, il y a des lois sur tout ce qui est invention et design, logiciel, propriété intellectuelle. Et tout ce que vous faites pendant votre travail, pendant votre activité professionnelle, si vous êtes à temps plein, tout ce que vous faites en dehors appartient potentiellement à l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Après, ça dépend peut-être de vos contrats, etc. Ça dépend si en France, c'est pas exactement pareil. Mais je sais qu'en tout cas, pour la Suisse, c'est comme ça. Et beaucoup d'entreprises profitent de ce genre de choses, essaient de motiver certains employés à faire des petits projets perso à la maison, et puis une fois qu'il est mature, oh, on te le rachète si tu veux. On te paye tes heures. Puis nous, ça nous rapporte peut-être 3 ou 4 fois plus derrière. Mais ça dépend des entreprises, on va dire. Donc ça dépend fortement d'où est-ce que vous vous situez, de l'entreprise, de la culture, de la politique de la boîte. Certaines, même s'ils n'ont pas... Enfin, ils auraient le droit d'avoir le logiciel que vous développez à la maison, vont simplement vous mettre une petite clause dans le contrat vous disant ce que vous développez pour vous, c'est pour vous. Donc c'est aussi intéressant ce genre de choses. C'est des petits éléments à discuter pendant les entretiens d'embauche aussi. J'ai vu qu'il y avait aussi des stands pour faire du recrutement derrière, au cas où. Donc quel serait l'avantage en fait pour les entreprises de laisser les employés faire de l'open source? Pas forcément participer dans le sens développer, proposer du code. Ça peut être simplement analyser le code source de certains logiciels qu'ils emploient, proposer de la documentation, des traductions, faire des reviews sur les différentes PR qui sont proposées sur Internet, etc. Ça peut être vraiment participation en sens général.
Et deux points que j'ai relevés là-dessus, c'est par exemple la connaissance des outils. Si vous prenez un outil comme Jenkins, vu que c'est un peu celui que je connais le mieux au niveau de l'open source, un administrateur système ou un administrateur d'une instance Jenkins pour une entreprise, il va sûrement rencontrer des soucis d'intégration dans son écosystème, par exemple au niveau de l'authentification, parce qu'ils n'emploient pas une méthode standard, ou alors ils emploient des firewalls qui font des règles un peu bizarres, ou ce genre de choses. Et du coup, c'est intéressant de savoir comment l'outil fonctionne réellement derrière, parce qu'il peut peut-être proposer un petit plugin qui, juste en changeant 2-3 petits paramètres, va pouvoir proposer à son entreprise une solution pour s'adapter à son écosystème. Donc c'est un intérêt pour l'entreprise d'avoir une meilleure connaissance, une expertise sur les différents outils qui sont utilisés au sein de l'entreprise, augmentation de productivité, etc., pour un coût personnellement que j'estime pas très élevé, dans le sens où la personne a juste besoin peut-être de lire certains bouts de code, de lire un peu de documentation, plutôt que d'être simple utilisateur. Et donc après, oui, il y a les capacités d'augmenter les possibilités en fait, des logiciels employés. Ça peut être proposer des plugins, proposer directement un fork de la solution, parce qu'il y a un petit code qu'il faut changer dans le cœur, qui est un peu dangereux pour les autres, donc on va faire quelque chose de complètement séparé. Il y a plein de possibilités derrière. Donc il y a aussi, pour comprendre tout ce qui est non documenté, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'avoir des logiciels open source en fait, qui étaient très jolis en apparence, mais dès qu'on voulait farfouiller un peu dans l'API, il manquait pas mal de documentation. Du coup, il faut farfouiller un peu dans le code directement, parce que la Javadoc ou les commentaires en général sont un peu manquants ou non publiés sur les sites web. Donc il faut aller sur le repo, le checkouter, etc., récupérer le code, comprendre ce que fait le code exactement, pour pouvoir l'utiliser derrière pour les interactions, les intégrations avec les autres outils qu'on emploie dans la compagnie. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir le code avec l'open source. C'est un des points que je reviendrai d'ailleurs là-dessus. Au niveau de la frustration, de la satisfaction, j'ai aussi remarqué assez souvent que certains administrateurs de Jenkins en l'occurrence, qui viennent discuter au sein de la communauté, sont souvent là à cause de la frustration que génèrent certains problèmes qu'ils rencontrent. Et du coup, de venir discuter avec la communauté, puis d'exposer leurs problèmes, sans forcément rentrer dans les détails, mais juste par exemple, ouais, mon firewall, il me change mon certificat, du coup, les plugins tel et tel ne marchent plus, est-ce qu'il y a une solution facile à mettre en place? Souvent, la communauté va arriver derrière, ouais, alors si jamais il y a déjà un plugin qui existe, parce qu'il y a déjà eu 100, 200 personnes qui ont eu ce problème avant, ce qui est très souvent le cas. Mais il y a aussi des inconvénients. Si on laisse les employés faire ça pendant leur temps libre, il n'y a pas tellement de soucis. Mais si on les laisse faire ça pendant le temps de travail, il faut réguler ce temps de travail. Si on les laisse faire ça pendant tout le temps qu'ils veulent, potentiellement, ils ne vont plus travailler réellement pour l'entreprise. Ou pas utiliser les connaissances suffisamment longtemps pour que ce soit rentable en termes de retour sur investissement. Il y a un risque aussi pour certaines entreprises, et qu'on a pu discuter, en termes d'utilisation de connaissances internes. Si par exemple je fais un système d'authentification et que du coup je vais proposer un plugin au sein d'un écosystème autre, que ce soit Jenkins ou n'importe quelle autre application open source qui pourrait s'y connecter, il pourrait potentiellement sortir des secrets ou des informations confidentielles de ce logiciel qu'on fournit pour le mettre dans le plugin. C'est un risque qui semble peu fréquent, mais dépend ce que vous développez, ça peut être intéressant de faire attention à ce genre de choses. Si la personne en question est seule sur le projet, vous n'avez pas forcément la main mise sur ce qu'elle fait exactement. Donc c'est des risques qu'il faut considérer. Après, il y a aussi la possibilité que ce que vous faites durant votre temps de travail pour votre entreprise puisse potentiellement servir à des entreprises concurrentes dans le même domaine. Cas pratique, on peut imaginer si vous faites une application qui propose un plugin pour un commerce en ligne et que du coup vous proposez par exemple un plugin pour faire du paiement sécurisé avec telle plateforme, uniquement pour votre application d'e-commerce, potentiellement vous allez aider tous les autres e-commerce de la région à utiliser ce système. Il y a aussi ce genre de choses à contrebalancer par rapport à ce que ça peut apporter uniquement à votre entreprise. Donc après, gérer les ressources, ça peut être, est-ce qu'on met un chef de projet pour ce petit projet-là qui va peut-être prendre 20% de l'administrateur Jenkins? Ça vaut pas forcément la peine. Est-ce qu'on lui fait entièrement confiance, etc. C'est vraiment au cas par cas, mais il peut y avoir des inconvénients. Je suis pas là justement pour dire c'est tout beau, tout parfait, il faut faire de l'open source, c'est pas le but. Donc après, c'est un petit chapitre sur ce que j'ai pu rencontrer en tant que développeur. J'espère que c'est assez lisible, c'est parfait. Donc là, la situation, on développait une solution pour l'administration. Donc gestion d'administrés, qui sait qu'il y a besoin d'un renouvellement de permis, ce genre de choses. Et on a utilisé une librairie JavaScript pour faire l'affichage de tableaux dynamiques.
avec des filtres, des tris, etc. Quelque chose de très joli. C'était il y a environ 7-8 ans. Donc il n'y a pas tout le Angular, React et tout qu'il y a actuellement. À l'époque, il n'y avait pas encore ce genre de technologie. On avait acheté une petite librairie qui avait l'air assez sympa, le design était très joli. Le commercial a eu la bonne idée de fournir cette librairie directement dans la démo qu'il a fait aux clients finaux. Puis les clients, oh c'est super joli, on veut cette solution. Le commercial arrive vers les développeurs, puis ouais, alors il faut utiliser cette solution. Le client l'a approuvé, etc. Je pense que c'est une situation que vous avez sûrement déjà rencontrée. Et il manque certaines fonctionnalités dans cette solution. En l'occurrence, pour nous, c'était quelque chose de relativement simple, c'est qu'on ne pouvait pas trier les noms des administrés par leur nom, enfin en utilisant les accents. Et potentiellement, vous avez des gens qui viennent de n'importe quel pays, avec des langues complètement différentes. Les accents, c'est pas que des accents aigus, accents graves, ça peut être du cyrillique, ça peut être des caractères spéciaux, ça peut être vraiment n'importe quoi au niveau des noms, et on voulait pouvoir les trier de manière facile. Et en fait, l'outil de base mettait tous les A, accents graves, accents aigus, tout à la fin de la liste. C'était un petit peu problématique pour les utilisateurs finaux. Quand ils ont rencontré le problème, ils nous ont simplement signalé « ouais, il faudrait juste changer le tri ». Ouais, c'est une librairie propriétaire, tiers, on ne peut pas forcément leur demander de faire un changement et puis que ce soit fait dans les 2 semaines comme le voulait le client. Du coup, on a été regarder un peu dans le code. Donc en fait, c'était une librairie qu'on achetait une licence et que le code source était disponible. Comme c'est du JavaScript sur le navigateur, le code source est de toute manière disponible, obscurci ou non. En l'occurrence, nous, on avait une version lisible du code source. Mais c'est pas parce qu'il est lisible qu'il est propre. Il faut imaginer, c'est une situation du JavaScript d'il y a 10 ans, fait par des développeurs, on va dire, de l'époque, qui n'étaient pas aux normes, tout ce qui est best practice, etc. Et on se retrouvait avec des codes vraiment très bizarres, des variables globales à foison, etc. Enfin, tout le JavaScript qui a évolué ces dernières années, on va dire. Et du coup, ce qu'on a dû faire, c'est faire une sorte de hack dans la librairie, sans toucher la librairie. C'est une librairie avec une licence, donc on n'a pas le droit de la toucher, mais on peut la lire. Du coup, on n'a pas forcément le droit de faire des patchs directement à l'intérieur, et si on en fait, c'est encore plus lourd à maintenir pour nous derrière. Donc on a fait des hacks, on a essayé de rentrer certaines fonctions dans d'autres objets, dans des fonctions. En JavaScript, on peut faire un peu ce qu'on veut, il n'y avait pas de restriction à cette époque, donc on pouvait un peu bidouiller complètement la librairie. Et du coup, on a rajouté notre petit tri. En l'occurrence, le code métier du tri allait prendre peut-être 10 ou 15 lignes. Mais l'injection de ce code, pour qu'il soit pris en compte dans la logique, je pense qu'il y avait dans les 100-150 lignes à faire derrière. Tout en mode rétro-engineering, comprendre comment ils ont fait leur truc, s'adapter au cas où il y avait des changements dynamiques, etc. Enfin, c'était un peu une galère. Et du coup, on avait des risques de régression. Ça veut dire qu'à chaque nouvelle mise à jour de l'application, enfin de la librairie, il fallait qu'on s'assure que notre hack fonctionne toujours, que les méthodes cachées, privées qu'on employait soient toujours présentes, avec le même nom, que le nom version raccourcie, minimisée, soit toujours le même. Enfin, plein de petits soucis comme ça. Un autre exemple, donc peut-être juste pour revenir pour le tableau dynamique. Donc là, en gros, la version open source, le code source disponible nous a permis de faire ce hack. Si on n'avait pas eu accès à ce code, on aurait dû faire du rétro-engineering pendant des semaines et des semaines, surtout avec du JavaScript minimisé, pour au final n'être même pas sûr qu'on puisse le faire. Donc là, que le code soit disponible nous a fortement aidé, et ça n'a pas empêché cette solution d'avoir été achetée, de vendre en fait ce code source, même s'il est publié. On y a accès, ça aide les développeurs, donc c'est aussi une bonne approche de la part de l'éditeur. Après, ça, c'est pour le rôle que j'avais fait comme responsable d'application. On avait acheté 3 ou 4 solutions propriétaires qui devaient s'interconnecter. Et un souci, à un moment donné, on devait faire des transferts de données relativement fréquentes. Et il s'avérait qu'une donnée sur 1000 avait un petit souci, puis disparaissait dans la nature. On peut se dire que ce n'est pas forcément grave selon le contexte. Dans notre contexte, c'était des données médicales. Si on les perdait, on n'était pas forcément bien. Du coup, on a pu voir dans l'environnement de test qu'on avait des soucis à ce niveau-là et on a dû investiguer. Le problème, c'est qu'on avait 4 fournisseurs différents. Les 4 se rejetaient la faute. Chacun n'est pas responsable parce qu'eux, ils pensaient que c'était le réseau, un autre, il pensait que c'était l'autre solution, etc. Donc pour nous, on était un petit peu embêtés pour déterminer déjà qui était le fautif et du coup, qui devait corriger le problème. Et en fait,
Il s'est avéré que sur les 4, il y en avait une qui était open source, donc on a pu l'investiguer tout seul. On n'a pas eu besoin forcément du fournisseur pour nous aider à expliquer comment ça fonctionne. Donc on a pu l'écarter relativement rapidement après les investigations. Et du coup, pour les autres applications qui étaient propriétaires fermées, donc on n'avait pas accès au code source, on a dû faire des simulations manuelles, énormément de simulations, pour arriver à voir qu'il y avait un bottleneck à un petit moment, un petit problème de concurrence, et du coup la donnée était perdue. Un petit flag qui n'était pas mis parce qu'en gros il y avait une transaction dans une base SQL qui n'avait été pas commit au bon moment. Et pour découvrir ça, on a mis un bon petit mois de retro-engineering. Donc là, on s'était dit, si tout était disponible, on aurait peut-être fait une investigation de 3-4 jours au niveau du code source, juste s'assurer que les transferts étaient faits correctement, et ça aurait été fini. Ça nous a pris un mois. Il faut imaginer que les fournisseurs derrière ont dû passer aussi du temps. On leur a demandé de faire des investigations derrière. C'est des éléments qui ne sont pas forcément intéressants pour les développeurs. Du coup, un peu de frustration. On a trouvé le problème au final, mais ça a été très compliqué. Après, je vous explique pas le côté politique, de comment on va financer ce genre de recherches qui ne sont pas forcément utiles au métier tout de suite. Enfin, tout le côté blabla de la gestion de projet, c'était pas forcément intéressant. Après, autre situation, on utilisait un BPM, donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, en gros c'est un gestionnaire de processus. Il faut imaginer des petites briques Lego que vous imbriquez les unes avec les autres, une requête à la base, on fait un check sur cette donnée, on affiche un écran ou un autre, et grâce à ces petits blocs Lego, on fait un processus, et ça nous permet par exemple de valider si votre demande de speak ici à la conférence a été approuvée par votre chef avant la demande, etc. Si le chef a envie de demander à son chef à lui d'approuver, etc. Tout ce genre de processus peut être fait par le biais des BPM, donc Business Process Model. Et nous, dans cette situation-là, on avait un BPM propriétaire, donc on n'avait pas accès au code source, qui avait été développé, donc ils avaient utilisé l'outil pour développer le processus, pour nous le vendre. Et c'était un processus legacy qui venait d'un code complètement legacy qui n'était plus maintenu par le fournisseur depuis, je crois, 5 ou 6 ans. Le code était complètement fermé, donc autant le code de l'outil que le code du processus. Et du coup, nous, on n'avait plus les connaissances internes, vu que c'était un vieux projet, les gens étaient partis entre-temps. Et du coup, pour nous, c'était un comportement magique. On ne savait pas comment il fonctionnait, on ne savait pas pourquoi il y avait certaines règles particulières qui faisaient que ça triguait certains événements qui venaient de nulle part. On a appris par la suite, en retrouvant un développeur de la solution, qu'ils avaient fait des petits trucs, des petites bidouilles et tout, enfin, le truc un peu classique, on va dire. Et du coup, plusieurs parties du processus qui étaient pour nous trop obscures, on a dû les réécrire complètement. Les réécrire, quand c'est des règles métiers, ça ne veut pas simplement dire on prend un code Java, on refait du code Java derrière. Ça veut dire investigation avec le métier, retrouver les règles métiers qui sont derrière le processus. Est-ce qu'un approval pour un voyage qui fait entre temps de distance et temps, est-ce qu'il doit être approuvé par un chef, par 2 chefs, par un chef suffisamment haut placé, etc. Et toutes ces règles métiers étaient incluses dans le logiciel initial. La personne qui avait fait ces règles métiers initialement était partie, évidemment, pour compliquer la situation. Et du coup, on a dû tout réécrire, on a dû refaire en fait le projet de zéro. C'était pas une simple migration, c'était réanalyser le métier, rediscuter avec les différentes parties prenantes, pour au final réimplémenter la solution. Et j'en viens à l'exemple suivant. Pour remplacer ce code propriétaire, on avait choisi un BPM open source. En l'occurrence, il était gratuit, il proposait des licences payées, en tout cas pour les entreprises, si on voulait quelque chose de plus évolué, on va dire, en termes de cluster, de résilience, etc. Et en l'occurrence, celui-là, on a dû l'intégrer dans une de nos applications. Donc on a repris ce qu'on avait développé, enfin on a développé dans celui-là ce qu'on avait comme problème dans le BPM précédent. Et on a eu un petit souci, c'est qu'il nous manquait un plugin d'authentification. Donc nous, on avait besoin de s'authentifier avec du Kerberos et en plus avec une bête authentification basique pour des appels à l'API directement. Ce plugin n'existait pas dans la communauté. Nous, on n'avait pas forcément le droit de développer pour la communauté. Donc en fait, on a dû développer un plugin privé, interne à l'entreprise. Donc on a dû connaître le code source qui se trouvait derrière le BPM. Donc comme il était open source, on avait la possibilité de le faire. Le souci qu'il y a eu derrière, c'est qu'en fait, ce plugin n'a pas été maintenu. Parce qu'en fait, la communauté derrière n'avait pas accès, ne voulait pas forcément maintenir un plugin qui était privé, aucun intérêt, en plus, ils n'avaient pas le moyen de le faire. Et du coup, nous, on a dû le supporter directement nous-mêmes à chaque nouvelle version. Ils n'avaient pas de tests qui étaient mis en place, etc. Du coup, situation un petit peu embêtante. Là, en l'occurrence, pour résoudre la situation, on aurait pu
forcer la main politiquement à l'entreprise en leur disant « ce plugin nous est utile, mais potentiellement il est utile à d'autres personnes. Si on le fournit à la communauté, on a aussi des retours, des corrections de bugs, des tests ajoutés, etc. » Enfin, l'aspect contribution communautaire qui aurait pu aider. Ils n'ont pas voulu, on leur a expliqué un petit moment. Ok, on est resté là-dessus, et du coup ça leur a coûté un petit peu plus cher en termes de support. C'est une question de distribution des coûts après entre les entreprises, mais voilà. Donc ça, c'était mon expérience, on va dire, du côté code, développement fermé, où tout ce qu'on développe au final, on le vend à un client, on lui donne un binaire, et il n'a pas accès au code source. Ensuite, j'ai été recruté chez CloudBees, et du coup là, en fait, j'ai découvert le côté développement de l'autre côté, du côté communautaire, parce que si vous voulez, CloudBees est un des principaux contributeurs en termes d'engineering, de tests, de nouveaux développements, etc. pour le projet Jenkins, et du coup, on est tous fortement motivés à contribuer autant du côté projet open source que les différents projets privés propriétaires de l'entreprise. Et il y a vraiment cette ambivalence entre les deux. Quand on fait un nouveau plugin, quand on trouve une nouvelle fonctionnalité, on va voir les chefs de produit, les responsables de développement, etc. Et puis on leur propose le plugin. Regardez ce qu'on a développé. Est-ce que vous voulez qu'on le mette du côté communautaire ou côté propriétaire ? Il y a une discussion qui s'ensuit, est-ce qu'il y a des intérêts pour la communauté, etc. Et du coup, beaucoup de nos plugins sont passés du coup d'un code propriétaire qui a duré peut-être 6 mois, une année, à un code open source. Une petite transition, c'était assez intéressant de le voir aussi. Mais j'ai pu voir surtout certains points qui étaient plus intéressants dans la communauté open source par rapport, on va dire, à la pseudo-communauté code propriétaire, c'est-à-dire l'entreprise uniquement, vu que la communauté open source est extra, inter-compagnie, on va dire, en quelque sorte. Donc d'un côté, il y a la pression de la communauté. La pression de la communauté, ça veut dire que si vous mettez un code en proposition de modification dans un repo qui est complètement dégueulasse, mais qui vous ajuste juste une petite variable pour vous, pour votre cas précis, la communauté va regarder et puis vous dire non, ça marche pas. C'est pas quelque chose qui va être générique, qui va être global, utilisable par tout le monde. Du coup, on va le rejeter. On propose une solution qui est générale, qui est modulaire. Donc pour nous, en tant que développeurs, c'est aussi une certaine pression qu'on doit mettre sur les contributeurs pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi. Et grâce à ça, on a une meilleure qualité au niveau du projet. J'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà vécu la situation où il y a un chef de projet qui arrive ou un commercial le jeudi soir et puis il vous dit « Ouais, cet après-midi, j'ai vendu un nouveau projet, il nous faut un POC pour demain. » Là, en l'occurrence, la question d'urgence ne peut pas être prise en compte. Il faut que la communauté l'accepte pour être intégrée. Contrairement à du code propriétaire chez un éditeur, le chef de projet vous dit de faire ça, vous l'intégrez. Si c'est du code sale, vous lui en faites part, attention, la dette technique, blablabla. S'il dit que c'est pressant, il faut l'intégrer. Il n'y a pas vraiment de choix. Côté communauté, c'est plus un consensus. J'en parlerai juste au point suivant. Et du coup, ça permet de lutter pour les mauvaises pratiques et du coup améliorer la qualité générale, on va dire. Un des petits points négatifs au niveau du consensus, c'est qu'il faut être patient. Parce que pour qu'il y ait un consensus, il faut qu'il y ait des discussions. Si c'est quelque chose d'évident, ça va être approuvé et puis ça va être liquidé vite fait. Mais si c'est quelque chose d'un petit peu plus global, il faut que les gens aient le temps de venir, de leur donner leur avis, d'analyser le code, etc., idéalement dans l'autre sens. Et le but, c'est que si vous arrivez avec une modification importante et que des gens ne sont pas forcément convaincus que c'est utile, il faut que vous arriviez avec des bons arguments. Vous ne pouvez pas dire « Ouais, j'ai passé tout votre code de Java à Scala ». C'est plus joli. Toute la communauté derrière est en Java, ils ne vont pas forcément accepter ce genre de rework complet qui apporte peut-être rien du tout en termes de features. Si maintenant vous avez des bons arguments et tout, vous pouvez peut-être essayer de les convaincre, faire des petites parties, etc. Mais c'est vraiment sur l'aspect communautaire qui est super intéressant pour ça. Ensuite, il y a une difficulté à rentrer dans la communauté, selon certaines communautés. En l'occurrence, pour Jenkins, il n'y a pas vraiment de souci. On a certains tickets qui sont ouverts, qui sont marqués comme noob friendly, etc. Des petits fixes à faire faciles. Vous pouvez contribuer, il n'y a aucun problème. Mais il y a des communautés où pour rentrer dedans, il faut déjà la connaître. Il faut avoir utilisé le logiciel un certain nombre de fois. Il faut arriver à comprendre les codes de la communication au sein de la communauté. On ne peut pas proposer un nouveau truc sans avoir déjà fait des commentaires dans d'autres éléments. Chaque communauté est différente, c'est aussi ça qui est génial d'un côté. Certaines ont des guides de contribution, qu'est-ce qu'il faut faire pour contribuer, quelles sont les best practices à suivre, etc. D'autres ont, on va dire, un petit peu moins de suivi. C'est juste un gars seul dans son garage qui a fait un projet, qui l'a mis en open source, et puis si vous le voulez, prenez-le. Sinon, en gros, venez pas me faire chier. Certains sont comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui vont grossir, on va dire.
Mais sinon, on voit la plupart du temps des communautés qui grossissent parce que les gens vont proposer leur aide quand ils voient que la contribution est facile à faire. Surtout les contributions simples, où juste une petite modification de traduction en français de l'anglais ne va pas vraiment bien, on propose, c'est accepté. Les gens sont aussi plus intéressés de continuer la contribution, de ne pas faire que des petites contributions simples, mais d'aller plus loin, de proposer de nouvelles features, de nouveaux plugins, etc. C'est dans l'intérêt de tout le monde, en fait, de la communauté, des contributeurs, des mainteneurs de base, de tout le monde. Après, il y a aussi un truc, quelque chose de très intéressant, c'est au niveau du support. Donc vous avez un souci avec un des plugins, vous pouvez ouvrir un ticket sur la plateforme, sur le repo, etc., que ce soit GitHub, GitLab, etc., enfin n'importe quel repo. Et du coup, la communauté va arriver derrière et va vous dire, oui, alors ça, c'est un problème qui est connu, tu peux aller sur telle page web, il y a une documentation, c'est expliqué, il y a un workaround, etc. Ou alors, ah, c'est un nouveau problème, il faut qu'on le corrige. Une autre personne qui n'a peut-être rien à voir avec votre souci initial va vous le corriger. Si vous n'avez pas les compétences techniques, sinon vous pouvez aussi le proposer vous-même. C'est aussi ça quelque chose de vraiment super intéressant humainement. Et indirectement, il y a aussi un partage de connaissances. Parce qu'en fait, si une personne qui est sur le projet depuis 5-6 ans va voir votre code, il va peut-être vous dire « Ah, attention, là, il y a un petit souci, en fait, si tu fais ça, ça risque d'enclencher telle autre feature dans le projet, etc. » Par exemple, sur Jenkins, comme Jenkins à la base a été développé par des gars de chez Sun, donc les développeurs initiaux de Java, etc., imaginez qu'on a certaines personnes qui sont très calées en Java et qui vont vous faire un petit commentaire dans votre PR. Ouais, si jamais cette méthode-là, elle est fortement déconseillée en Java parce que ça fait des problèmes de performance sur tel système que tu n'auras jamais utilisé dans ta vie, sûrement. Ah, ok. C'est des éléments, en fait, un partage de connaissances, comme si vous avez en fait l'expérience de plein d'autres personnes en même temps pour le code review. Contrairement à ce qu'on fait comme code review au sein d'une entreprise, où c'est des gens qui ont travaillé que sur un projet, enfin, très souvent que sur ce projet-là, ils font des code review par rapport à leurs connaissances internes et leur expérience qu'ils ont eue avant l'entreprise, alors que dans le côté open source, c'est des gens qui ne travaillent pas forcément que dans cette communauté et du coup ont peut-être une expérience plus large, plus grande et à partager la plupart du temps avec vous et donc vous y gagnez aussi en termes de connaissances. Après, un intérêt aussi que je trouve qui est vraiment intéressant, surtout ces temps-ci, vu qu'il y a beaucoup de posts qui se font là-dessus, c'est l'approche egoless. En gros, le code que vous développez n'est pas le vôtre. Vous travaillez pour une communauté, pour un logiciel, pour une solution, et on arrête avec cette histoire où une personne est responsable d'une partie, et si quelqu'un la modifie, il se fait taper sur les doigts. Non, ça c'est mon code, il ne faut pas que tu le modifies. Ou il faut que tu suives mes règles, etc. Là, on est dans une optique où les règles sont définies par le projet, par les mainteneurs initiaux sûrement, les contributeurs principaux, mais ce n'est pas une personne qui a la propriété du code. Et du coup, les gens sont plus ouverts à la modification. Si on trouve un bug chez quelqu'un d'autre, il ne va pas essayer de nous dire « Non, non, mais c'est une feature, c'est caché, tu ne comprends pas, machin ». C'est plutôt « Ah, c'est sympa, tu as vu un truc que moi, j'emploie pas, du coup, on peut le merger ». Quelque chose de relativement intéressant. Après, pour les entreprises, un des soucis qui peut arriver, c'est au niveau de la vision. Si vous utilisez le logiciel d'une certaine façon, vous essayez d'y contribuer en essayant de le faire dévier un peu de sa version initiale. On peut imaginer pour Jenkins, si vous voulez commencer à faire du e-commerce avec un Jenkins, vous pouvez développer un plugin qui va le faire. Mais la communauté ne va pas être trop chaude à vous aider sur votre e-commerce basé sur ce Jenkins. C'est fait pour de la continuous integration, c'est pas fait pour du e-commerce. Du coup, si vous n'avez pas forcément la même vision que les créateurs du projet, que les contributeurs actuels, ça risque d'être un petit peu plus compliqué à s'intégrer dedans. Oh putain. Ouais, pas de souci. Bon, on va passer ça. Donc voilà. C'est vite fait.